Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Imaginez une machine où chacun des rouages interagirait avec les autres, non pas à cause de contraintes purement physiques. Ces rouages auraient leurs propres préférences, des moyens de comprendre leur environnement et des règles pour décider du moment le plus opportun où agir. Ce mode de fonctionnement semble difficile à mettre en œuvre dans le monde mécanique. Bien des scientifiques cherchent à rendre cela bien réel avec un soupçon d'informatique et de logique. Durant cette nouvelle émission du Labo des Savoirs, nous vous proposons de partir à la découverte des systèmes multi-agents, micro-sociétés abritées dans nos ordinateurs. Notre guide de voyage est Cédric Buron. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant-chercheur en informatique sur le campus tenté de l'école d'ingénieurs Issy-Micra-Ouest. Grâce à vous, nous allons chercher à comprendre ce qui fait la spécificité de cette approche dite multi-agent. Vous nous parlerez de quelques-unes des applications possibles de ce modèle, notamment en lien avec vos activités de recherche et d'enseignement. Nous essaierons aussi de comprendre quelles sont les questions qui animent actuellement cette communauté. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors durant cette brève introduction, certaines images ont pu déjà arriver à l'esprit de nos auditeurs et auditrices. Ce sujet des entités informatiques autonomes alimente depuis longtemps la science-fiction. Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Karl? Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. On vient d'entendre ce fameux dialogue tiré de 2001, l'Odyssée de l'espace, réalisé par Stanley Kubrick. Deux personnages échangent ici. Karl, ou Hal en version originale, le supercalculateur en charge de gérer la navette d'exploration spatiale Discovery One, et David Dave Bowman, membre de l'équipage. À ce moment-là du film, Karl se sent menacé par l'équipage en plein doute concernant la fiabilité de sa conception. Pour empêcher sa désactivation, Karl met alors tout en œuvre pour tuer les astronautes qu'il est censé assister. Alors cet exemple correspond-il au profil type d'un agent que vous étudiez, Cédric Buron? Quel pouvoir de décision attendre de ces entités? C'est ce que nous allons chercher à comprendre avec vous dans cette première partie d'émission. Alors commençons par tenter de définir un terme qui va revenir fréquemment dans l'émission. Qu'est-ce qu'un agent? On va commencer. Donc, l'agent tel que je vais le décrire, c'est l'agent tel qu'il est décrit dans mon domaine. Donc il faut savoir que le terme agent, c'est un terme qui a énormément de sens dans énormément de domaines différents. On peut par exemple parler des agents économiques, par exemple. Dans le domaine des systèmes multi-agents, souvent on va définir... Enfin, il n'y a pas de définition consensuelle d'un agent. Ça va dépendre un peu des courants de pensée de ce domaine, puisqu'il y a plusieurs courants de pensée. Mais on va dégager un certain nombre de particularités ou de choses qui font d'un agent qu'il est un agent. Parmi ces choses, il y a ce qu'on appelle la proactivité. Donc le fait qu'un agent, en fait, on n'ait pas besoin de l'activer en permanence, de le pousser en permanence pour qu'il agisse, il va agir entre guillemets de lui-même. Il y a ce qu'on appelle la réactivité. Donc la réactivité, c'est le fait que l'agent est capable de réagir à son environnement, en fait, qu'il est capable de percevoir son environnement et d'adapter son comportement à l'environnement qui l'entoure. Il y a son autonomie. Alors son autonomie, ça veut dire qu'il a une certaine intégrité. On n'est pas censé aller fouiller dans les entrailles de l'agent. Ou il a, c'est une entité à part entière. Et le dernier élément, c'est une capacité sociale à interagir avec les autres. Et ça, c'est le point peut-être le plus important, et c'est peut-être ça aussi qui va beaucoup le différencier de HAL 9000, qu'on a entendu tout à l'heure. C'est que HAL 9000, on est typiquement dans le paradigme du penseur isolé, c'est-à-dire que c'est une sorte d'intelligence artificielle ou de machine, si on veut, qui va penser seule et qui va prendre des décisions seule. Dans le paradigme multi-agent, donc là, je vous ai défini ce que c'était qu'un agent. Un système multi-agent, c'est donc un système qui est composé d'agents, mais ça suffit pas de dire ça. C'est-à-dire que si vous prenez plusieurs HAL 9000 et que vous les mettez les uns à côté des autres, ça ne constitue pas un système multi-agent. Un système multi-agent, il est constitué parce que les agents interagissent entre eux et sont capables de s'organiser d'une certaine manière. Alors justement, vous mettez le doigt sur le sujet, c'est pas juste une somme de plusieurs entités. Donc qu'est-ce qu'il faut en plus
que ces entités pour réussir à créer cet écosystème? Alors, comme je le disais, ce qui est important, c'est que ces entités soient capables d'interagir, mais surtout dans un but d'organisation. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a plusieurs façons d'interagir, en fait. Donc la première chose, c'est on peut interagir de manière directe, comme on le fait en ce moment. C'est-à-dire on peut discuter et utiliser des symboles, des mots. Alors les agents en informatique ne vont pas utiliser les mots tels que nous, on les utilise. Ils vont utiliser des messages qui vont être formels, mais ils peuvent utiliser des messages. Mais c'est pas obligatoire, en fait. On peut aussi avoir d'autres moyens d'interagir et d'autres moyens de s'organiser. Et un exemple qui est assez bon et qui vient du monde naturel et qui a été réutilisé dans le domaine des systèmes multi-agents, c'est le système de phéromones. Donc, les phéromones, c'est des molécules qui sont déposées par les fourmis et qui leur permettent en fait de s'organiser. Donc, le fait que des fourmis vont, quand elles vont trouver de la nourriture, en fait, vont se suivre les unes les autres, c'est l'utilisation de ces phéromones justement qui va leur permettre de faire ça. Et donc, dans les systèmes multi-agents, on va utiliser ce type de technique-là en les modifiant dans le but qu'on recherche, de manière à faire en sorte que les agents soient capables de s'organiser. Ok, donc si je comprends bien, pour que les agents puissent s'organiser, on va définir des modes de communication entre eux. Et est-ce qu'il y a aussi un genre d'environnement ou de support dans lesquels ils vivent? Puisque, par exemple, vous avez évoqué les phéromones. Les phéromones, il faut un endroit pour qu'elles puissent être stockées ou positionnées. Est-ce qu'il y a un endroit dans lequel ces agents vivent? Alors oui, et il y a plusieurs, enfin on distingue plusieurs types d'environnements. Donc, un système multi-agent, en général, on va s'intéresser donc à la partie agent, à la partie environnement, à la partie interaction et à la partie organisation. Donc la partie interaction, je viens d'en parler rapidement, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Sur la partie environnement, en général, on va pas mal distinguer les environnements dits virtuels et les environnements physiques. Donc les environnements physiques, ça va surtout jouer quand on va faire par exemple de la robotique, puisque les systèmes multi-agents ont été utilisés pas mal en robotique. Et les environnements virtuels, ça va plutôt être utilisé par exemple lorsqu'on fait de la simulation, mais pas uniquement. Ça peut aussi être à des moments où les agents vont avoir une existence et vont avoir un but qui n'est pas un but de simulation, mais qui est un but vraiment, on va dire, de recherche d'une solution à un problème, mais qui ne vont pas avoir de corps, entre guillemets. Donc ça ne va pas être des robots, ça va être des programmes qui sont sur un ordinateur. Et justement, qu'est-ce qui distingue ces agents d'un programme entre guillemets plus classique ou développé de manière plus historique avec des fonctions, etc. Alors, ce qui le différencie, c'est dans la définition que je donnais tout à l'heure, il y a l'aspect proactif qui est très important. C'est-à-dire que c'est pas, il y a d'autres paradigmes, d'autres méthodes, notamment ce qu'on appelle le paradigme acteur. Dans les systèmes multi-agents, les agents vont être proactifs, donc on va pas avoir besoin de leur envoyer une requête pour qu'ils agissent. Il y a cette idée-là derrière. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect autonome. A priori, en informatique, on a l'habitude d'aller fouiller dans les programmes qu'on fait. Notamment, il y a un paradigme qui est entre guillemets proche des agents, qui est le paradigme objet, où on va pouvoir aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet, le modifier, etc., etc. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que en théorie, on ne modifie pas un agent, on ne modifie pas le comportement d'un agent, on ne modifie pas l'état d'un agent, on demande à l'agent de modifier son état. Et il est attendu que l'agent ait la capacité de modifier son état en fonction de justement son environnement, en fonction des interactions qu'il a eues et en fonction de comment il est fait à l'intérieur. D'accord, donc finalement cet agent, c'est une sorte d'entité autonome. Et quand on va écrire un programme, on va faire appel à entre guillemets, à ses compétences ou à ses actions, mais on ne va pas réécrire en fait son comportement au fur et à mesure. Ça, c'est déjà quelque chose qui est prévu d'avance. C'est un peu ça l'idée? C'est un peu ça l'idée. C'est écrit d'avance. C'est surtout que l'agent, il est censé être capable de s'adapter en fait. Donc ça fait partie de ses caractéristiques, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça va avec l'autonomie. C'est-à-dire qu'il doit être capable de s'adapter à son environnement et être capable d'interagir avec les autres, et on n'est pas censé aller modifier ce qu'il y a à l'intérieur. Alors quand j'entends parler de ça, je fais pas mal de liens avec des sujets d'actualité autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a justement des liens historiques ou techniques entre les systèmes multi-agents et l'IA?
Alors oui, il y a beaucoup de discussions, mais enfin, dans tous les domaines qui touchent à l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions de toute façon sur est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça touche à l'intelligence artificielle? C'est un sujet qui est, enfin pour moi, c'est sujet à discussion. Il y a plusieurs réponses possibles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de classifications où les systèmes multi-agents sont considérés comme un sous-domaine de l'intelligence artificielle. J'ai un petit souci avec ça parce que souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à de la résolution de problèmes. Et les systèmes multi-agents, ça n'est pas que de la résolution de problèmes. Il y a aussi tout un pan du domaine qui s'intéresse à la simulation. Et cette partie-là ne me semble pas nécessairement entrer dans la partie intelligence artificielle. Après, c'est que mon avis, il y a beaucoup de discussions au sein de la communauté sur ce sujet. Voilà. Donc on peut soit le voir comme un sous-domaine de l'intelligence artificielle, soit comme un domaine où il y a des recoupements en tout cas. Mais oui, il y a des liens entre les deux très très forts. Alors peut-être que je peux donner cet élément-là. Les gens qui publient dans les conférences ou dans les journaux de systèmes multi-agents vont aussi en général publier dans les conférences et dans les journaux d'intelligence artificielle. D'accord, donc il y a une certaine porosité, il y a des collaborations qui se font naturellement. Tout à fait. Pour revenir sur un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, justement, quand on parlait d'environnement, donc si je comprends bien, ces agents qui ont l'air d'entités assez abstraites, c'est pas uniquement quelque chose de virtuel. Vous avez parlé de robotique, donc on peut aussi finalement le voir dans des systèmes assez concrets. Tout à fait. Alors on a comment dire, il y a le sujet des drones, qui est un sujet qui prend beaucoup d'importance en ce moment. Et les systèmes multi-agents sont intéressants du point de vue des drones, et notamment du point de vue de la coordination de drones. La robotique aussi a pris pas mal d'importance, et les systèmes multi-agents permettent aussi de faire de la coordination de robots. En gros, ça va permettre d'avoir des entités qui sont capables de s'auto-organiser. Et donc, ça va s'opposer à nouveau au paradigme du penseur isolé, où finalement, on va avoir une sorte de démiurge central qui va décider un petit peu de qui fait quoi. Là, on va plutôt s'intéresser à comment on fait pour décentraliser la décision, par exemple. Donc, savoir se répartir des rôles, des tâches, des choses comme ça, au sein d'un groupe, de manière décentralisée, donc chacun prenant part à la décision. D'accord, donc finalement, c'est pas juste un problème entre guillemets, technique de développement, c'est aussi toute une conception de comment on fait interagir des entités entre elles. C'est bien ça? Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez complexe. Alors, j'ai eu l'occasion de donner pendant plusieurs années des cours sur les systèmes multi-agents. Et les premiers cours, en général, sont très compliqués parce que pour des étudiants qui ont plutôt l'habitude d'avoir des cours de programmation un peu classiques, le fait d'avoir des agents qui sont tous autonomes et finalement qui agissent les uns par rapport aux autres, c'est quelque chose qui est assez déroutant. J'ai encore expérimenté cette année avec un projet étudiant où il a fallu du temps pour que l'étudiante et l'étudiant, en l'occurrence, comprennent que en fait, chaque agent faisait une part du travail, qu'il fallait qu'ils interagissent entre eux pour se répartir qui faisait quoi, etc., etc. C'est pas quelque chose qui est très naturel. Et d'un point de vue technique, c'est compliqué aussi, parce que ça signifie que là où pour un programme classique, c'est finalement assez facile de savoir ce qu'il fait à un instant T, ben là, en fait, à un instant T, on va aller regarder ce que fait chaque agent. Donc ça, déjà, c'est compliqué, parce qu'il y a plusieurs agents qui font plusieurs choses différentes, et ça ne nous permet pas forcément de voir ce qui se passe au niveau du système dans son ensemble, puisque en plus, il y a en général un système de coordination, et ce système-là, finalement, il est plus que la somme des agents. Donc c'est d'autant plus difficile de comprendre ce qui se passe. Oui, d'accord, donc il y a plein de scénarios possibles qu'on n'a pas forcément facilité à envisager a priori, quoi. Tout à fait. Très intriguant. Justement, comment est-ce que cette logique de programmation s'implémente dans des systèmes plus concrets? C'est ce qu'on nous saurons après une première pause musicale. He just wants to love her, but his love is no match for her pride. As he tries to get closer, she tells him, baby, it just ain't worth your time.
'cause loneliness is a heavy burden. Solitude is too much a price to pay. A price to pay. She don't wanna get her hopes up, no. So she's learned to put her guard up. She can't be let down. She can't be let down. A little bit of love will make it alright. A little bit of love will make it alright. Oh, a little bit of love will make it alright. A little bit of love will make it alright. Just a little bit of love. Gonna make it alright. Gonna make it alright. Just a little bit of love. Gonna make it alright. Éveillez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs. C'était Little Bit de Daniel Pounder et Karaté Bogalou. Nous sommes de retour sur le plateau du Labo des Savoirs. Nous y recevons aujourd'hui Cédric Buron, enseignant-chercheur en informatique, pour découvrir les secrets des systèmes multi-agents. Alors maintenant que nous avons quelques définitions en tête, il est temps de passer à la pratique et de découvrir comment les systèmes multi-agents vivent. Alors pour cela, je suis allé à la pêche aux bonnes idées et figurez-vous que justement les scientifiques arrivent à rendre parfois tangibles des concepts un peu abstraits. Un exemple avec cette Coupe du Monde de football robotique. Deux journalistes de l'agence France Presse, Bahar Shoghi et Quentin Leboucher, nous proposent un reportage sur l'édition 2014 organisée à Téhéran. Je vous propose d'en écouter un extrait. Chacune des équipes du championnat RoboCup est composée de 4 joueurs. Les robots, ou NAO, sont programmés avant le match pour être complètement indépendants dans leurs mouvements et communiquent entre eux par Wi-Fi. En 2007, les robots de cette compétition étaient faits comme des chiens. Ils marchaient comme des chiens avec 4 pattes. Ils rampaient sur le sol. C'est sûr, des robots plus développés vont être créés à l'avenir. On ne sait pas du tout de quoi ils seraient capables. Nos robots ont des micros et des haut-parleurs. Ils peuvent parler. S'ils continuent dans cette voie, ils pourront sûrement mieux interagir avec l'homme. Alors les images de cette coupe valent vraiment le détour, je vous recommande d'aller fureter sur le net pour y jeter un coup d'œil. Est-ce que vous voulez peut-être réagir à cet extrait, Cédric Buron? Oui, alors il y a plein de choses à dire. D'abord, la RoboCup, effectivement, c'est un événement qui est relativement important. Il y a plusieurs en fait coupes qui sont liées. Il y a notamment ce qui s'appelle la RoboCup Rescue, qui s'intéresse plus à des scénarios pour les premiers secours, donc dans des cas de catastrophes naturelles, par exemple. Effectivement, en fait, là, il y a deux problématiques qui sont à différencier et qui sont toutes les deux dans le domaine des systèmes multi-agents, ou en tout cas qui recoupent toutes les deux les systèmes multi-agents. C'est l'interaction entre robots ou entre agents. Et donc là, on va retrouver notamment une coupe où on n'a que des robots qui jouent au foot. Et puis, on a l'interaction avec des agents humains. Et ça, c'est une autre problématique qu'on croise aussi dans les systèmes multi-agents et qui est comment on va faire pour que les robots aient des
des réactions interprétables. Et ça, c'est un sous-domaine système multi-agent et intelligence artificielle aussi, hein, qui est très populaire en ce moment et qui est très important en ce moment, notamment avec un développement assez important de la robotique récemment. C'est vrai que ce qui était assez marrant, je trouve, dans ces images, c'est qu'on voyait les scientifiques encourager les robots en applaudissant quand il y avait des buts, mais je me posais la question, est-ce que les robots captent ces applaudissements? Est-ce que ça joue un rôle sur leur motivation, etc. Donc, en introduction de cette émission, on a pu dire que les agents nichaient dans les ordinateurs, mais cet exemple nous montre que c'est un peu plus compliqué. De plus en plus d'objets sont équipés d'unités de traitement de l'information et donc peuvent accueillir des agents. Vous-même, Cédric Buron, vous avez travaillé sur un projet de coordination de flotte de drones, vous avez pu nous l'évoquer tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le contexte de ce projet? Alors, avant de parler de ça, je vais juste faire un tout petit écart parce que vous avez parlé de quelque chose qui est assez intéressant et qui est l'Internet des objets. Très bien. Et il se trouve qu'il y a plusieurs équipes, et notamment il y a Orange qui a fait des travaux sur cette thématique-là, sur la domotique et l'utilisation des systèmes multi-agents en domotique. Et donc l'idée, c'est d'avoir... je pense que c'est un bon exemple parce que c'est pas forcément un exemple qui est aussi évident que celui des robots ou des drones, où on va avoir en fait des agents qui vont contrôler la luminosité, le chauffage, ce genre d'éléments. Et le but, ça va être qu'ils se coordonnent pour maximiser à la fois le confort de l'utilisateur ou de la personne qui vit sur les lieux, et à la fois minimiser la consommation d'énergie. Et donc là, on voit que c'est pas forcément un agent qui est directement dans un robot, mais en même temps qui a une action et qui a une perception d'un environnement physique. Voilà, je faisais juste ce petit écart parce que c'était un exemple qui me paraissait intéressant. Alors après, je vais parler effectivement donc sur mes travaux. Il y a quelque chose qui est important, c'est que moi, je ne suis pas chercheur en robotique. Donc ça, je tiens vraiment à le souligner parce que moi, je vais m'intéresser aux aspects algorithmiques. Donc comment ces agents en fait vont se coordonner. Mais je ne vais pas nécessairement m'intéresser à la manière dont ça interagit avec le monde réel. Et donc, les algorithmes sur lesquels j'ai pu travailler ont été validés en simulation. Donc je tiens à le signaler parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important et que pour que ces algorithmes voient le jour, on a besoin de roboticiennes et de roboticiens qui soient capables de les implémenter sur des vrais robots. Ensuite, oui, effectivement, donc sur l'aspect coordination. Alors, coordination, c'est pareil, c'est un terme qui est assez large. Ça peut tout aussi bien vouloir dire faire en sorte qu'un vol de drone, par exemple, se déplace sans collision. Comme ça peut vouloir dire ce que j'ai fait moi pour le coup, de se répartir des tâches à accomplir, diviser en fait une mission que des drones ont à accomplir entre ces drones, se répartir cette mission. Et donc moi c'est là-dessus que j'ai travaillé. Je peux peut-être te donner un petit exemple. L'un des projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est un projet d'inspection de ports, où on avait un certain nombre de drones dont le but était de vérifier que les coques de bateaux, les ponts, etc. n'étaient pas abîmés en fait. Et donc le but c'est qu'on avait un certain nombre de drones et on voulait minimiser le temps alloué à ces inspections. Et donc faire en sorte que les drones aillent faire des inspections de manière un peu intelligente aussi. S'il y a 2 bateaux dont la coque est à inspecter et qui sont à côté, on va essayer de faire en sorte qu'un seul drone fasse les deux, plutôt que d'envoyer un drone, le faire revenir, puis en envoyer un autre et le faire revenir. Ok, donc si je comprends bien, quand on veut faire coopérer les drones, dans le cas en tout cas qui vous intéresse, on essaye de réfléchir à l'optimisation d'allocation de ressources, c'est ça? Tout à fait, l'allocation de ressources, mais en fait, ça va être alors ça peut être l'allocation des ressources des drones, ou ça peut être directement l'allocation des drones aux tâches ou des tâches aux drones. On peut le voir dans les deux sens. Et surtout, c'est quelque chose qui se fait classiquement, on va dire, de manière centralisée, c'est-à-dire avec ce que je disais tout à l'heure, un démiurge qui dit numéro 1, tu vas faire cette tâche-là, numéro 2, tu vas faire cette tâche-là, etc. Là, on est dans un cas où on n'a pas de démiurge, donc les drones, en fait, doivent interagir, doivent discuter entre eux, de manière à être capables de décider de qui fait quoi. Oui, il n'y a pas de planification antérieure, il n'y a pas de liste de tâches, c'est eux qui réagissent, comme on le disait tout à l'heure, à l'environnement et qui vont dire je vais aller sur tel bateau ou sur telle direction, quoi. Tout à fait, et ça, évidemment, ça rajoute un niveau de complexité, puisque en plus de résoudre un problème qui est en général un problème difficile,
Alors quand je dis difficile, c'est au sens informatique du terme, c'est-à-dire que c'est un problème qui prend du temps à résoudre de manière satisfaisante. Là, on va en plus rajouter une difficulté qui est que l'information, en fait, elle est répartie entre les robots, entre les agents en tout cas, que chacun a son autonomie et sa liberté de décision. Et donc, ça va rajouter une couche de complexité. Et de fait, en fait, les méthodes qui sont utilisées dans le cas centralisé et dans le cas décentralisé ont pas mal de différences en réalité. C'est vrai que justement, présenté comme ça a l'air de rajouter plus de galères qu'autre chose. Donc par rapport justement à ce démiurge que vous présentez, à ce centraliseur, est-ce qu'on pourrait traiter ce problème justement en n'ayant pas une approche distribuée? Si, tout à fait. Et en réalité, on va utiliser les systèmes multi-agents et la décentralisation dans certains cas. Euh, Quand on a une communication parfaite entre le centre et les agents ou les actuateurs, que cette communication elle coûte finalement rien, ou quand on n'a pas beaucoup d'actuateurs, pas beaucoup d'agents, et que les solutions elles sont à rechercher de manière globale et pas de manière locale, par exemple, là, ça va être plus intéressant d'utiliser un centre. Quand on n'est pas sûr des communications, et c'est pour ça que le cas des drones, il est intéressant. C'est que en fait, les drones, ils vont se déplacer, ils vont se perdre de vue. Le centre, c'est pareil. Potentiellement, ils vont perdre de vue ce centre. Et un drone, c'est difficile de lui demander de jouer le rôle de centre parce que ça voudrait dire que c'est à lui de s'occuper de tout le calcul. Donc l'avantage de faire du décentralisé, c'est aussi de répartir les calculs et la charge de travail, si on veut, sur les différents agents. Et j'imagine que répartir les calculs, c'est aussi une façon de jouer avec les limites des unités de calcul qui sont embarquées sur chacun des drones. Tout à fait. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est plus clair, effectivement. Une unité de calcul qui va être sur un drone, on ne va pas pouvoir lui demander de faire un énorme calcul qui doit, par exemple, faire une allocation de 200 agents à 500 tâches de manière très, très efficace ou optimale. Par contre, on peut peut-être demander de répartir en fait cette complexité, peut-être de manière plus locale et peut-être du coup pas de manière optimale, mais de répartir ces calculs sur plusieurs drones. Donc là, vous commencez un peu justement à nous donner les différentes complexités qu'il y a à avoir en tête au moment de concevoir ces agents. Est-ce que justement on peut facilement anticiper des conflits entre agents? Comment ça se traite ce genre de problème? Alors ça, c'est un problème qui est assez complexe. Donc la première chose, c'est que il y a il y a un certain nombre d'industries notamment où on se méfie un peu des systèmes multi-agents justement parce que pendant longtemps notamment, il y avait pas ces sécurités-là. Et donc ça voulait dire que si on a un système critique, ça peut poser problème. Aujourd'hui, on commence à avoir des approches qui sont prouvées, c'est-à-dire que on est certain qu'on va résoudre le problème si on suppose un certain nombre de garanties de communication par exemple, mais de toute façon, même en cas de centralisé, en fait, on a besoin d'un certain nombre de garanties, et qu'on va le résoudre dans un temps qui est raisonnable et avec une qualité qui est raisonnable elle aussi. Et donc, effectivement, ces questions en fait de est-ce que les systèmes multi-agents sont adaptés à certains contextes commencent un peu à bouger et on commence à voir de plus en plus les systèmes multi-agents revenir en fait dans des domaines où finalement les industriels se méfiaient peut-être un petit peu plus de. Et tout à l'heure, on a aussi parlé d'adaptation, et justement par rapport aux situations critiques. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire un inventaire de tous les problèmes qui pourraient leur arriver, ou est-ce qu'il y a des moyens de leur donner cette capacité à, entre guillemets, faire face à l'inconnu? Alors, il y a un peu deux réponses, et c'est souvent ce qui arrive dans le domaine, c'est qu'en fait, il y a une réponse qui va être une réponse au niveau agent, et donc là, en fait, on va retomber sur toutes ces questions-là au niveau de l'intelligence artificielle de manière globale. Donc on peut faire de l'apprentissage, il y a de l'apprentissage en multi-agent notamment, donc effectivement, c'est une façon de faire. Et après, il y a la question de à quel point le système est adaptatif. Et là, on va plutôt rentrer dans d'autres types de méthodes, notamment un exemple classique, c'est ce qu'on appelle la réparation de plan,
où on va faire de la planification multi-agent. Donc on va essayer de créer une sorte de plan qui va être appliqué par le système dans son ensemble. Et le but, ça va être de réparer ce plan au moment où le plan ne fonctionne plus parce que, par exemple, un agent est tombé en panne. Et c'est un domaine, une question, une problématique qui est assez active, notamment depuis quelques années, là, depuis peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et ces approches, elles dépendent du domaine dans lequel on travaille. Par exemple, est-ce que vous, pour réparer un plan dans le cas de coordonner des drones, est-ce que ça va être quelque chose de sensiblement différent de quelqu'un qui travaille sur un autre secteur d'application? Il y a des spécificités qui sont pas des spécificités uniquement d'ailleurs sur ces questions-là. Les algorithmes, les méthodes, on va dire, de coordination, elles vont dépendre en fait de la problématique qui est posée. Et une façon de voir ça, c'est que par exemple, un drone, c'est un système qui se déplace. Et donc, si c'est un système qui se déplace, il va peut-être dévier de sa trajectoire, il va peut-être tomber en panne au milieu du chemin, et s'il tombe en panne au milieu du chemin, finalement, il va pouvoir être remplacé par un autre drone. Dans le système dont je parlais tout à l'heure, donc dans le système de domotique, s'il y a un agent qui tombe en panne, c'est lui qui avait le contrôle exclusif sur une lumière, par exemple. En fait, une fois qu'il est en panne, il est en panne. Il n'y a plus grand-chose à faire. Et les méthodes de coordination ne sont pas les mêmes non plus, puisque dans le cas du drone, on va lui allouer une tâche, donc il va falloir qu'il fasse... Enfin, soit il fait cette tâche, soit il ne la fait pas. Il y a certaines tâches qui peuvent se faire en équipe ou non, par exemple. Et dans le cas de la domotique, on n'est pas sur la même question, on va être sur la question de comment on règle le thermostat, par exemple, à un endroit, ou comment on règle le niveau de chauffage, disons, à un endroit, ou la luminosité d'une lumière. Et donc là, c'est pas du tout ou rien, ça va plutôt être à quel niveau on met la luminosité, par exemple. Donc les méthodes vont beaucoup différer, en fait, selon la problématique qu'on se pose. Et ces systèmes, à l'heure actuelle, est-ce qu'ils, entre guillemets, ils sont pleinement autonomes? Est-ce qu'il y a encore besoin d'intervention humaine? Par exemple, sur l'équipe de drones que vous décrivez, est-ce qu'elle agit toute seule? Ou est-ce qu'il y a encore besoin d'ordre ou de commande? Il y a un peu deux questions dans cette question. La première question, c'est une question technique. C'est est-ce que ces drones sont capables d'être autonomes? Et en fait, là, on va un peu toucher aux limites de mes connaissances, puisque, en fait, il y a un moment où la question elle va se poser au niveau physique de qu'est-ce qui est capable physiquement de faire le drone. Est-ce qu'il est capable, par exemple, s'il se perd, de revenir à son point de départ? Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je ne vais pas directement travailler. Et la deuxième question, ça va être une question qui est plus une question de pratique et qui touche aussi à la question finalement légale, de savoir est-ce qu'on autorise ces systèmes à être autonomes. Et on est dans une phase où on fait des expérimentations plutôt. Voilà, donc il y a une question qui est, en fait, en général, on autorise de l'autonomie tant qu'on a les drones en ligne de mire et qu'on est capable de reprendre le contrôle dessus si jamais ça se passe mal. Mais c'est des choses qui se discutent, notamment dans les domaines de recherche. C'est des choses qui peuvent se discuter aujourd'hui dans des domaines privés, par exemple, de savoir est-ce qu'on autorise le drone à être autonome en dehors de la ligne de vue. Très bien. Et donc là, dans le projet que vous développiez, vous, il y avait justement cette volonté de se passer complètement d'humain, parce qu'on peut se dire que c'est peut-être une tâche un peu fastidieuse d'aller regarder des coques de bateau. Est-ce que là, l'idée, c'était justement de se dire on va limiter au maximum l'intervention des êtres humains sur un port? Alors, ce qui se fait en général, c'est que effectivement, les gens qui s'occupaient d'aller faire ces inspections ne font pas plus forcément d'inspections, ou en tout cas en font moins. Et en fait, là où il y a une intervention humaine, ça va plutôt être sur la supervision des drones, en fait. Donc, et ce que je disais tout à l'heure vaut pour ça aussi. En fait, le fait de mettre des humains et des robots, ou des humains et des drones en même temps, c'est un domaine de recherche, c'est pas quelque chose qui est simple en fait. Parce que typiquement, le drone, il va pas avoir une attitude qui va être facilement interprétable. Vous, si vous vous retrouvez face à quelqu'un et que vous souhaitez l'éviter par la droite, vous allez naturellement faire un mouvement vers la droite. Un drone, en fait, si on lui dit pas explicitement, si jamais tu veux éviter la personne qui est en vis-à-vis par la droite, fais un pas vers la droite, il peut attendre le dernier moment pour faire le mouvement vers la droite, puisque pour lui, le chemin, la longueur du chemin est la même. Et donc, il y a une notion, et ça c'est quelque chose qui se développe vraiment beaucoup aujourd'hui, il y a des notions d'interprétabilité, d'explicabilité du comportement qui sont complexes à mettre en œuvre. Voilà. Donc ça veut dire aussi que quand on va donner des tâches à des robots ou à des drones, on va essayer de faire en sorte plutôt de leur confier une tâche dans son ensemble, ou en tout cas de penser à l'interaction humaine comme quelque chose en plus, de plus compliqué peut-être.
Ah, vous avez commencé un peu à toucher du doigt ce sujet en introduction quand vous avez indiqué que vous étiez vraiment sur la partie algo Mm. et qu'il y avait après d'autres collègues sur la partie robotique. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour développer un système multi-agent? Est-ce qu'on arrive à développer tout un set de règles et puis après on appuie sur play et on voit comment la société évolue? Ou est-ce qu'il y a un peu de laisser-erreur, on corrige, on voit un peu ce qui se passe? Il y a plusieurs approches, enfin, comme dans tous les domaines, hein, de toute façon, il y a plusieurs approches. En général, en fait, c'est de l'algorithmique. Même si c'est de l'algorithmique qui est dans un cadre particulier, ça reste de l'algorithme. Enfin, moi, ce sur quoi je travaille, en tout cas, c'est de l'algorithmique. Donc ça signifie que il y a un long temps en fait de réflexion avant de coder quoi que ce soit. Mais c'est parce que c'est l'approche que j'ai moi dans mon sujet de recherche particulier. Il y a d'autres personnes qui vont agir de manière complètement différente ou qui vont développer les choses de manière complètement différente parce qu'ils vont pas avoir les mêmes approches. Mais dans mon approche, dans l'approche que je fais moi, c'est vraiment de l'algorithmique. Il y a un côté mathématique qui est très important en fait. De se dire, on va essayer de prouver par exemple que la coordination va bien se terminer, que la coordination va donner quelque chose qui est optimal ou quelque chose dont la performance a une certaine limite. Il y a d'autres personnes qui ont des approches qui sont différentes, où on va essayer effectivement plutôt de mettre un ensemble de règles et de voir comment se comportent les agents, et puis potentiellement d'aller modifier certaines valeurs, etc., pour voir qu'est-ce que ça va donner en fait. Donc il y a un peu plusieurs approches possibles. Peut-être une dernière question sur ce sujet. Est-ce que vous avez pu tester finalement vos algos sur des vrais drones? Et non, j'ai jamais eu ce plaisir-là. Il y a des gens qui ont eu cette occasion-là. Je vais d'ailleurs peut-être faire une toute petite référence très très rapide. Il y a donc la DARPA qui est l'agence qui s'occupe de la recherche pour l'armée américaine, qui avait créé un challenge il y a quelques années, je ne saurais plus dire exactement quelle année, mais sur un challenge qui s'appelait le SubT Challenge, pour Subterranean. Et le but, c'était de faire des équipes de robots qui étaient capables de faire de la recherche de victimes, par exemple, en souterrain. Et donc, ils devaient être capables... En fait, le point, c'est que le souterrain, c'est quelque chose qui est coupé de l'extérieur. Vous le savez, hein, si vous êtes dans une cave, en général, on ne capte pas de l'extérieur. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que les robots, ils doivent être capables d'interagir entre eux et il n'y aura probablement pas d'intervention extérieure. Et donc, là, pour le coup, il y avait des vrais robots qui sont vraiment allés dans des environnements urbains ou de grottes, etc., extérieurs. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me manque. Donc, j'ai la chance d'avoir des collègues autour de moi qui ont ces capacités-là de roboticiennes et de roboticiens. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de tester mes algorithmes sur des drones. Mais pour le moment, j'ai pas encore eu l'occasion. Non. La discussion reprend juste après cette pause musicale. Y la muerte le despierta a toda mi jungla abierta. Si la mente se destierra, es para que pronto llueva. Y no le tengo miedo a la oscuridad, ni al metal ni al acero frío. Si te atreves a utilizar maldad, te rebotes, te has sufrido. En el desorden puedo respirar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy feroz, calle lejana hasta Oz. Ya no le tengo miedo al error y al lodo. Si no me crees, quédate y mira este modo. Ahora sé que soy feroz, dentro de mí no hay nada. Si ahora te caes por tu terror y odio, no te quejes, intenté mostrarte el modo. Al lodo. Cabeza le ves a la luna, cuento mis lágrimas una por una. Sé que sin ellas no soy ninguna. Corro a película hasta la luna. A mi corazón bendigo el presente. Ven y tú prueba algo diferente. Mi conexión es un nirvana y hago con ella lo que me da ganas. Con lo que es bello no puedo parar. Caminos que cruzan, caminos que vuelven por mí. Ahora sé que soy feroz, calle lejana hasta Oz. Ya no le tengo miedo al error y al lodo. Si no me crees, quédate y mira este modo. Ahora sé que soy feroz,
que soy feroz, que ella es lejana hasta os. Ya no le tengo miedo al error y al lodo. Si no me crees, quédate y mira este modo. Ahora sé que soy feroz, dentro de mí no hay nada. Y ahora te caes por tu terror y odio. No te quejes, yo intenté. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. De retour au studio après le titre Féroce de l'artiste Fiebre. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Cédric Buron, enseignant-chercheur sur le campus nantais de l'école d'ingénieurs ICREA Ouest. Vous proposez aux auditrices et aux auditeurs du Labo des Savoirs de découvrir les mœurs des sociétés multi-agents. Dans cette dernière partie, nous allons prendre un peu de hauteur. Alors, je me suis permis justement quelques parallèles anthropologiques en évoquant les sociétés multi-agents. Est-ce que pour vous, le mot société est un terme adapté pour décrire justement les systèmes que vous étudiez ? Ouais, alors on parle pas mal de sociétés, notamment dans tout ce qui est simulation. Et notamment, on va distinguer souvent ce qu'on appelle les sociétés naturelles. Et la simulation de sociétés naturelles où j'ai parlé par exemple tout à l'heure des fourmis. Il y a des travaux qui ont été très très intéressants sur les fourmis, à essayer de reproduire comment les fourmis fonctionnaient et puis essayer de voir ce qui se passait si on changeait un petit peu la manière dont les fourmis fonctionnaient et voir si fonctionne, si la colonie de fourmis survivait ou non. Et on a découvert, il y avait une question par exemple qui s'était posée de savoir pourquoi est-ce que les reines fourmis ne créent pas une colonie à plusieurs, dans certaines espèces de fourmis en tout cas. Et ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, si elles faisaient ça, elles avaient tendance à manger, en fait, l'espèce de méga colonie avait tendance à consommer toute la nourriture qui était autour de la colonie, et finalement, la colonie périclitait en fait. Et donc, ça expliquait un petit peu, ça expliquait. De manière évolutionnaire, on pouvait imaginer que si des fourmis avaient tenté en fait cette stratégie-là, en fait, la colonie avait probablement plus difficilement survécu ou pas survécu, ce qui faisait que les colonies fonctionnaient comme elles fonctionnent actuellement. Voilà, donc ça c'est pour les sociétés naturelles. Et on a aussi les sociétés humaines. Et il y a notamment tout un domaine alors, que moi je trouve assez intéressant finalement, qui est lié notamment à l'économie, où on va s'intéresser, donc c'est ce qu'on appelle agent-based economics, où on va s'intéresser en fait à reproduire un système économique avec des systèmes multi-agents. Il y a notamment des gens à Paris qui travaillent là-dessus et qui se sont intéressés par exemple au marché du travail. Donc essayer de reproduire les acteurs du marché du travail, que ce soit donc l'État, les entreprises, et puis les ménages, donc les demandeuses et demandeurs d'emploi, mais aussi les travailleuses et les travailleurs, et essayer de reproduire en fait le cadre législatif dans lequel on évolue, et voir ce qui se passe si jamais on ajoute une loi à ce cadre-là. Ça pourrait être utile en ces temps de réforme un peu forcée du marché du travail. Donc, autour de l'économie, et je crois qu'il y a aussi un sujet qui revient souvent quand on parle de simulation de comportement humain, c'est tout autour de la théorie des jeux. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, alors il y a quelque chose qui est assez important, c'est que la théorie des jeux, c'est une théorie qu'on dit normative. C'est-à-dire que la théorie des jeux ne décrit pas comment les gens agissent, mais comment les gens devraient agir s'ils étaient parfaitement rationnels, s'ils respectaient une espèce de volonté d'optimiser. Et effectivement, on s'intéresse beaucoup à la théorie des jeux en système multi-agent parce qu'il y a quelque chose qui est important dans la théorie des jeux, c'est qu'il faut des joueuses et des joueurs, et donc il faut plusieurs agents en réalité. Et donc on va s'intéresser à la théorie des jeux, en général pas d'un point de vue aussi théorique que peut le faire le domaine de la théorie des jeux en économie et surtout et aussi en mathématiques, mais on va s'y intéresser plus en termes de mise en œuvre et de mise en place. Et un exemple de ça, c'est par exemple ce qu'on appelle les mécanismes d'incitation, qui est un peu une théorie des jeux inversée, où on va essayer de concevoir les règles d'un jeu de manière à ce qu'une politique, de manière à ce que une action soit très très bonne dans ce cadre-là. Et un exemple intéressant pour ça, c'est quand on fait des enchères. Il y a certains types d'enchères qui vont inciter en fait les enchérisseuses et enchérisseurs à faire des enchères
au prix auquel ils estiment réellement ce qui est mis aux enchères. Et donc, ce domaine-là fait aussi partie, même si on commence à être plus à l'interaction avec les mathématiques, fait aussi, et l'économie, fait aussi partie en fait du domaine des systèmes multi-agents. Alors, on a parlé des fourmis, on a parlé des sociétés économiques, on a parlé des enchères, pardon. J'ai l'impression que les systèmes multi-agents semblent très adaptés pour travailler dans des réseaux. Est-ce qu'on trouve déjà, par exemple, des agents actifs sur le web? Alors, il y a eu beaucoup à une période. Notamment dans les années 2000, il y a eu énormément de travaux de recherche et même certains systèmes qui ont été un peu commercialisés ou en tout cas mis à disposition d'utilisatrices et d'utilisateurs, notamment sur tout ce qui était achat en ligne. Donc l'idée, c'était de rentrer en fait ses préférences à l'agent, et l'agent était capable d'aller un peu sur différents sites, sur différentes plateformes, et essayer de trouver le bien qu'on voulait, avec les caractéristiques qu'on voulait, et au prix le plus intéressant possible. Donc oui, on trouve ce type d'agent sur le web. On va aussi trouver des systèmes multi-agents en dehors de tout ça, notamment dans le cinéma et dans les jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, ça va nous permettre d'avoir des sortes d'IA qui vont être capables de coopérer de manière un peu crédible. Voilà. Et de manière un peu efficace aussi d'ailleurs. Ok, alors pour revenir sur l'exemple que vous évoquiez sur l'idée de pouvoir acheter des biens sur le net, est-ce qu'on peut comparer ça par exemple à un comparateur de voyage ou ce genre de site qui compare différentes offres? En fait, en termes de finalité, effectivement, la finalité est proche, mais il y a une différence assez importante sur comment ça fonctionne. C'est-à-dire que sur un site typiquement de comparateurs, etc., le but, ça va être de ramener un certain nombre d'offres et de vous les présenter. Et à la fin, vous allez faire votre choix. Il n'y a pas tout un aspect par exemple, de négociation automatique. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les systèmes qui existaient dans les années 2000 notamment. C'était des systèmes qui étaient capables d'aller sur des plateformes et de négocier pour vous, par exemple, le prix, la quantité, etc., etc. Et donc pas uniquement d'aller chercher des informations et de vous les présenter, mais aussi d'agir. Et on retrouve là l'idée d'agent qui est capable d'agir. Voilà. Une sorte de mini-courtier, en fait, finalement, virtuel. C'est exactement ça, oui. D'accord. Et tout à l'heure, quand on a évoqué le web, vous avez dit que ça a été le cas il y a quelques années. C'est quelque chose qui est plus trop dans l'air du temps? Non, en fait, le domaine a un petit peu changé. Et pour autant que je sache, non, c'est plus trop dans l'air du temps. Il y a des projets encore qui existent sur des choses qui sont dans ce domaine-là, mais plutôt dans des domaines un peu particuliers. Moi, j'ai eu l'occasion notamment de travailler sur ce type de questions et de problématiques-là dans une plateforme qui s'intéressait au financement d'entreprises, par exemple. Et donc là, on était dans un marché qui était très particulier. Et oui, là, effectivement, on avait pour objectif de créer un système multi-agent qui était capable de faire de la négociation. Mais c'est moins des travaux qu'on croise régulièrement aujourd'hui. Alors, dans cette partie, et depuis le début de l'émission, on a évoqué de très nombreux champs disciplinaires. Et du coup, j'ai envie de croire que l'étude des systèmes multi-agents demande une approche très multidisciplinaire. Comment est-ce que cela se traduit dans votre quotidien de chercheur? Effectivement, c'est un domaine qui demande beaucoup, qui va s'appliquer dans beaucoup de disciplines différentes. Et en fait, la manière dont ça s'applique, c'est qu'on va s'intéresser à différents domaines, mais on a besoin en fait d'interagir avec d'autres personnes qui ont leur expertise. Et donc, je disais tout à l'heure, moi, je suis pas roboticien. Donc, s'il y a de la robotique à faire, de la robotique proche de la machine, moi, je ne serais pas capable de le faire. Je vais devoir me reposer sur des collègues. Il y a pas mal de projets, notamment autour de tout ce qui est écologie, sciences humaines et sociales, d'ailleurs, hein, de manière plus large, économie, écologie, sociologie. Ces travaux-là, je ne peux pas les faire moi-même. Je suis pas chercheur en écologie, je suis pas chercheur en sociologie ou en économie. Et donc, même les travaux dont je vous parlais tout à l'heure sur le marché du travail, en fait, c'est un duo de chercheurs qui l'a produit. Un qui travaillait sur les systèmes multi-agents et un qui est expert en économie, en fait. Et vous avez l'impression que les collaborations se montent facilement? C'est toujours une question qui est compliquée. Moi, j'ai la chance, en fait, d'être dans une équipe qui est très interdisciplinaire. J'ai notamment des géographes dans mon équipe. Et ça permet, alors c'est en cours, mais on a des projets en cours de montage, ouais. Donc là, ça permet de le faire. Il y a des fois où c'est plus difficile, pour être très honnête.
Et vous évoquez justement l'écologie, vous aurez peut-être un exemple à nous donner? Alors, un exemple à vous donner, oui. Euh, moi, en fait, dans les systèmes multi-agents, je parlais tout à l'heure des sociétés naturelles, hein, donc la modélisation des sociétés naturelles, c'est quelque chose qui peut se faire. Mais là, ce à quoi je m'intéresse en ce moment, c'est d'essayer de voir comment on peut faire de la modélisation de réactions dans des cas de catastrophes naturelles, d'agents en fait qui vont potentiellement fuir, comment ils vont réagir. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect environnemental de comment la catastrophe naturelle va se dérouler, parce que ça va avoir une influence très importante sur la manière dont les agents vont réagir aussi. Et on peut aussi avoir des notions plus comment dire, de modélisation, pas forcément psychologique, mais d'habitude des gens. Et donc là, on va plutôt aller regarder des aspects un peu de démographie, où se déplacent les gens, à quel moment de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, etc. Et ce genre de simulation, vous attendez quel genre d'informations en fait en les lançant? L'objectif final, c'est d'avoir une sorte d'évaluation sur un certain nombre de scénarios de comment les gens vont réagir, donc de pouvoir se préparer à l'avance, de pouvoir potentiellement, alors ça c'est une fin à plus long terme évidemment, mais d'être aussi capable potentiellement de faire des modifications sur l'environnement, sur la préparation, etc., pour réduire en fait les risques en cas par exemple de catastrophe naturelle. Donc là, ça a l'air d'être une application plutôt chouette. On a commencé l'émission avec l'Odyssée de l'espace. On a parlé tout à l'heure aussi de problématiques sur lorsqu'on laisse trop d'autonomie à des drones, comment est-ce qu'on garantit entre guillemets une certaine responsabilité? Est-ce qu'il y a une éthique des systèmes multi-agents? C'est une question qui se pose beaucoup. Alors, ça ne se pose pas que au niveau des systèmes multi-agents, c'est une question qui se pose de manière plus large sur l'intelligence artificielle. C'est une question qui se pose. Il y a beaucoup de travaux. On a beaucoup entendu parler des systèmes d'armes létales autonomes, les SALA. Oui, en fait, il faut mettre en place un certain nombre de garde-fous éthiques. Les chercheuses et chercheurs, je pense, en sont assez conscientes et conscients. Il y a des tribunes qui ont été signées, notamment il y a plusieurs années maintenant, à la plus grande conférence internationale sur l'intelligence artificielle autour de ces questions éthiques. Et ça continue à interroger beaucoup, tant et si bien qu'il y a un domaine en fait sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui a émergé. J'allais dire qui va émerger, mais non, qui a émergé maintenant de manière assez pérenne et qui se pose beaucoup de questions. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent aussi sur l'intelligence artificielle, sur les questions de biais, qui sont, on va dire, moins directement liées au système multi-agent. Parce que nous, on va s'intéresser à l'interaction entre agents. Ça peut se poser sur les questions d'interaction entre agents et humains, mais ça va être plus souvent lié à... Enfin, ça va être moins directement lié aux interactions entre agents, en tout cas. Ouais, donc vous avez l'impression que la communauté se saisit de ces questions-là et les intègre dans leur propre approche de recherche? Oui, en tout cas, les questions se posent, en tout cas, et il y a des approches qui commencent maintenant, notamment sur la transparence, la capacité à rendre des comptes aussi. Il y a beaucoup de travaux en ce moment dans ce domaine-là. J'ai pu le voir dans des conférences, etc., où il y a beaucoup de travaux là-dessus. Oui. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être un peu boule de cristal. Donc là, on a évoqué les applications possibles des systèmes multi-agents dans pas mal de champs disciplinaires. Vous, est-ce qu'il y a un croisement fertile qui vous semble particulièrement prometteur entre les systèmes multi-agents et quelque chose qui sort un peu de votre domaine? Alors, c'est une question qui est absolument terrible, parce que les chercheuses et les chercheurs détestent faire office de boule de cristal. Je peux pas vous répondre du coup. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous dire, moi, il y a des choses qui me paraissent intéressantes. J'aimerais un peu plus interroger l'interaction entre les systèmes multi-agents et les sciences humaines et sociales. C'est quelque chose qui s'est beaucoup fait à une période, qui continue à se faire, mais peut-être de manière un peu plus discrète. Et donc, moi, j'aimerais bien, en fait, je parlais tout à l'heure des géographes qui sont dans mon équipe.
j'aimerais vraiment travailler avec les géographes. Il se trouve que mon responsable d'équipe travaille déjà un petit peu à l'interaction entre des domaines de géographie et d'informatique. Et donc, ouais, j'aimerais beaucoup travailler sur l'interaction entre les sciences humaines et sociales et les systèmes multi-agents, d'autant que ça me paraît être un domaine qui est très approprié pour ça. Et toujours dans la simulation de société, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, ou avec une approche un peu différente? Ça peut être la simulation de société ou des approches différentes. La simulation de société, ça me paraît être quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que ça permet de tester un petit peu des scénarios ou Oui, ça permet de faire des tests qu'on ne peut pas faire dans la réalité, en fait. C'est-à-dire que faire un test à grandeur nature de comment les gens vont évacuer si jamais il y a un tsunami, c'est difficile à faire. Les gens vont pas forcément réagir de manière naturelle si on leur dit que c'est une simulation. On voit bien quand il y a les tests à incendie et la différence quand il y a un vrai incendie. Le fait d'avoir des données en fait et d'utiliser ces données pour alimenter des systèmes multi-agents qui permettent de reproduire des comportements qu'on a observés, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à explorer, y compris du point de vue des sciences humaines et sociales. Merci à vous, Cédric Buron. Pour creuser le sujet, on peut trouver votre page web ou feuilleter An Introduction to Multi-Agent System de Michael Wooldridge, votre super conseil lecture. On pourra aussi vous retrouver en vrai du 22 au 24 mai durant le festival Pint of Science à Nantes que vous co-organisez. Cette émission a été réalisée par la fabuleuse Sophie Potvin. Vous pouvez l'écouter sur vos applications de podcast et nous retrouver sur les réseaux sociaux ou labodessavoir.fr. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.